Yes, merci avant tout toi Xavier et le réseau entre coachpreneurs pour ouvrir cet espace de partage. C'est vrai que l'objectif c'est vraiment de vous apporter de la valeur en tant que coach, en tant que consultant et en tant que formateur, parce que je vois il y a des personnes que je connais qui sont aussi formateurs. Et tout simplement, c'est un espace de. Je pense qu'il ne va pas avoir forcément beaucoup d'échanges. C'est plutôt quelque chose qui va être descendant. Mais je vais vous proposer une méthodologie pour traverser cette heure qu'on va passer ensemble à travers de quelque chose qu'on appelle donc une conférence itinérante. Je vous explique le concept très rapidement avant de me présenter. Ça veut dire que tout au long de cette heure qu'on va passer ensemble, je vais vous poser des questions. Je vais vous orienter dans le questionnement, ce qui va vous permettre d'arriver à travers cette méthode de vous poser les bonnes questions autour de l'ikigai. Voilà, donc la première chose à faire, c'est prendre un crayon et un papier qui sera votre carnet de bord. Je vois que tout le monde, la plupart, ils sont déjà. C'est la première chose. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez ce que je vois? Et Ok. Pour ma part, oui. Ok. Bon, c'est super. Eh bien, aujourd'hui, on est là pour parler Ikigai. Et l'objectif et on va dire, l'intitulé que j'ai trouvé pour cet atelier, c'est incarner sa raison d'être, libérer son potentiel et vivre pleinement. Je pense que ça résonne pas mal avec la situation qu'on vit actuellement, professionnellement, sociétalement, mais aussi tout ce que l'on vit autour de Covid, ce qui nous a, quelque part, pour certains, nous a fait ouvrir les yeux sur la réalité et sur cette quête de sens qu'à un moment donné, on a tous et que pour certaines personnes, ça s'est déclenché lors de cette pandémie de la Covid-19. Alors, je me présente, je m'appelle Diego Nino Pira. Effectivement, c'est un nom à consonance étrangère puisque je suis né en Colombie il y a 36 ans. Ça fait, cette année, ça fera 14 ans que je suis en France. Et donc, j'ai appris le français sur place. Alors, mon parcours, c'est essentiellement dans la fonction RH. J'ai travaillé 10 ans pour des groupes comme MSD France dans la pharmaceutique et pour Danone, dans des projets plutôt humains, des transformations et, on va dire, d'adaptation avec les nouvelles tendances économiques et sociales qui nous apportent ces mondes dans lesquels on vit aujourd'hui. Je vous disais que je suis coach professionnel certifié par ICF et ma spécialité, on va dire, c'est l'affirmation de soi, la communication interpersonnelle ou ce que j'appelle l'efficacité relationnelle et tout ce qui va graviter autour de l'intelligence collective. Voilà, ce sont mes trois domaines fétiches que j'aime et que je pratique au quotidien. Alors, si je vous parle aujourd'hui d'ikigai, c'est parce que c'est quelque chose qui a inspiré mon chemin depuis quelques temps. Je me considère comme un coach holistique. Je ne suis pas quelqu'un qui est marié avec une école particulière, que ce soit la PNL, l'analyse transactionnelle ou plein d'autres. Je suis quelqu'un qui a une approche plutôt holistique, qui prend des choses, des différentes inspirations et qui me permet, moi, de créer ma propre vision de ce qui est le coaching. Et dans cette recherche, je suis tombé sur l'ikigai, qui est une philosophie japonaise. Et autant vous dire que je ne suis pas un expert. Et puis, il n'y a pas d'expert, il n'y a pas d'école Ikigai en tant que soi, puisque l'Ikigai, c'est une philosophie de vie qui a permis à des gens, typiquement dans l'île d'Okinawa, de vivre très longtemps et en bonne santé. Alors, je ne vais pas griller les étapes, parce que là, je commence à beaucoup trop parler, je me connais. Rapidement, sur les objectifs de ce webinaire, j'ai déjà un petit peu dit, mais vous allez découvrir cette méthodologie pour trouver son Ikigai à travers cette conférence itinérante. Vous allez repartir avec un premier jet de travail des réflexions et des quêtes intérieures. Donc, si vous notez les questions, vous allez pouvoir les retravailler chez vous plus tard, dans la durée. Et ça va vous donner des indices sur comment vous trouvez votre Ikigai. Je vais aussi partager mon expérience dans la mise en œuvre de mon Ikigai, ce que je fais au quotidien, ce qui marche pour moi, ce qui ne marche pas, parce que tout ne marche pas. Et puis, je vais vous apporter des pistes pour optimiser vos chances de réussir. Et là, j'ai trouvé deux outils que j'utilise au quotidien qui sont magiques. C'est le Miracle Morning et les 4 accords Toltec. Jusque-là, ça va? Ok. Bon, c'est parti. Accrochez-vous. Alors, Ikigai. C'est quoi l'ikigai? Ça veut dire une vie
qui vaut la peine. C'est un mot qu'on utilise au Japon et ça désigne des personnes qui ont vécu ou qui vivent dans une communauté dans la province d'Okinawa, ce sont des gens qui vivent au-delà des 100 ans et en bonne santé et sont heureux et ils ne sont pas assujettis à des maladies. Des chercheurs se sont penchés sur cette question-là. La seule chose qu'ils ont trouvée, c'est cette notion d'ikigai, qui est quelque chose qui se transmet quelque part, on va dire, oralement. Il n'y a pas de philosophie écrite. C'est quelque chose qui existe depuis toujours chez eux. Et puis, c'est plus tard, on va dire, au milieu des années 90, que quelqu'un a conceptualisé cette notion d'ikigai et qui lui a donné ces 4 piliers qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce qu'autour de la table, il y a des gens qui ont déjà un petit peu connaissance de l'ikigai, qui ont déjà pu rechercher, qui ont regardé sur Internet un petit peu avant pour voir ce que c'était? Je vois des têtes qui se remuent. Oui. Ouais, vite fait. Okay. J'ai tenté d'en faire un et j'ai tenté de faire celui de mon mari, mais voilà. Alors, sachez que l'ikigai, c'est une démarche qu'on peut comprendre de manière intellectuelle, mais la meilleure manière de se rapprocher de son ikigai, c'est de le vivre, c'est de l'incarner. C'est pour ça que l'objectif et l'intitulé de cette conférence, c'est d'incarner sa raison d'être, incarner son ikigai. Alors, l'ikigai, donc pour ceux qui l'ont déjà vu, c'est ces 4 blocs, ces 4 jonctions de ces 4 éléments qui constituent une partie de notre être. Ce n'est pas une théorie absolutiste. Il y a plein d'autres choses qui peuvent se greffer aussi. Mais pour rester dans l'ikigai, on va rester sur ces 4 éléments qui nous créent 4 jonctions. Entre ce en quoi je suis doué, ce que j'aime, c'est dont le monde a besoin et c'est pourquoi je suis payé. Vous allez me dire, oui, mais c'est simple. Diego, pardon de t'interrompre. Est-ce que tu peux mettre les slides en grand? Parce qu'en fait, on voit tout le défilé. Du coup, c'est écrit tout petit. Si tu peux mettre je sais pas, Écoute, avec grand plaisir. Merci de me dire, parce que je n'avais pas vu qu'il y avait ça. Je me suis doutée. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que si je fais ça, ça va mieux? C'est un peu mieux, oui. Là? Super. Yes, pardon. Alors, ces 4 éléments nous donnent des indices sur nos passions, nos missions, notre vocation et cet environnement professionnel qui nous permettra de mettre en œuvre notre ikigai. Donc, je lui disais, Diego, vous allez me dire, Diego, bah oui, d'accord, théoriquement, c'est facile de trouver son ikigai. Oui, mais non, ça ne l'est pas en fait. Ça demande un vrai travail de recherche et surtout, ça demande un travail de se poser la question où j'en suis aujourd'hui. On peut se trouver, typiquement, dans une jonction entre les choses dans lesquelles je suis doué et les choses que j'aime. Ça m'apporte une satisfaction personnelle, mais mon travail n'a pas d'impact collectif. Je me retrouve aussi en faisant les choses que j'aime et avec un apport collectif, ça me donne une satisfaction, du plaisir, mais il n'y a pas ces côtés, il n'y a pas de salaire. Vous voyez, c'est cette zone d'ombre qui se cache, qui ne sont pas centrées dans l'ikigai. J'attire votre attention là-dessus. On peut se retrouver dans une zone d'ombre où on fait des choses qui ont du sens, on est payé pour ça, mais on ne sait pas vraiment si on va rester parce que ce n'est pas vraiment mon truc, ce n'est pas ce que j'aime vraiment. Et la dernière, c'est j'arrive à avoir une routine stable, j'ai un CDI, je suis peinard, j'ai mes tickets resto, ma cantine, pépère, télétravail, et là, je me sens quand même vide et en perte de sens. C'est là où on se trouve principalement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un modèle de société qui nous a proposé des CDI, des contrats, pour être rattaché à quelque chose qui est la société, le monde de l'emploi, etc., avoir le pouvoir d'achat. Mais finalement, on renonce quelque part à sa liberté et à sa passion et à ses missions. Donc, en gros, on n'est pas aligné avec son ikigai. Alors, l'ikigai, c'est un cheminement. Ce n'est pas un truc où je dis, OK, j'ai fait le test, j'ai trouvé mon ikigai, hop, je le télécharge dans ma tête et ça marche. Ça ne marche pas comme ça. C'est un cheminement, c'est un entraînement et surtout, ça demande énormément de discipline. C'est pour ça que je pense que c'est la réussite de cette philosophie au Japon, parce que les Japonais sont connus comme des gens disciplinés. Et la consistance, c'est-à-dire le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Alors, est-ce que jusque-là, tout va bien, personne n'a décroché, personne ne veut se barrer?
Ok, bon. Je ne vois pas forcément tout le monde, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre ou vous avertir si jamais tu veux que quelqu'un lève la main. C'est avec plaisir. Nous allons rentrer tout de À les suite. écrire également dans la discussion pour les Oui. plus timides d'entre vous, hein, je les lirai. Nous avons commencé avec cette méthode pour trouver son ikigai avec ce qui est le plus fondamental. Trouver son élément, c'est-à-dire la conjonction entre en quoi je suis doué et ce que j'aime, ma passion. Cette flamme intérieure qui nous dit j'aime ce que je fais et on va le voir tout à l'heure, je perds la notion du temps et finalement je me retrouve à faire plein de choses dans ce domaine-là et je ne me rends pas compte. Et c'est génial. Ok, voilà, donc c'est un peu ça. Alors, trouver son élément, c'est la première chose qu'on fait quand on trouve son ikigai. Pourquoi? Vous allez comprendre à la fin, mais je vous amène dans un cheminement à travers de cet outil de l'ikigai qui a du sens pour moi. Je ne veux pas vous expliquer pourquoi, mais vous allez le voir à la fin. Je vous invite à cette première étape de notre voyage itinérant où vous allez essayer de trouver ce qui symbolise en vous votre élément. J'ai fait exprès de prendre les 4 éléments qu'on connaît dans notre Terre pour expliquer cela. Le feu, l'eau, le vent et la terre. On peut se dire que ces 4 éléments sont déjà reliés en nous. On a tout ça en nous. On est fait de feu, d'eau, de vent et de terre. Mais on a cette notion de se dire qu'il y a certains domaines dans lesquels on est plus doué. Et on peut les relier avec ces 4 éléments-là. Est-ce que déjà, je vous invite à déjà vous relier à certains de ces 4 éléments et je vais vous expliquer ce que ça veut dire chacun de ces éléments-là. Alors, est-ce qu'il y a un 5e élément? Oui, il y a un 5e élément qu'on ne voit pas. Le 5e élément, qui vient de la médecine ayurvédique, ça s'appelle éther. C'est tout ce qui est qu'on ne voit pas. Et on l'explique par la science, par le champ quantique, c'est-à-dire cet espace-temps où nous sommes capables de réaliser et de mettre en œuvre notre vie. Vous savez, le phénomène entre la matière, la conscience, le temps et l'espace, ça se matérialise dans un champ qu'on appelle le champ quantique. Bon, il y a plein de théories là-dessus. Je ne suis pas scientifique, je ne vais pas débattre. Je sais qu'il y a des vrais scientifiques dans la salle qui pourraient parler mieux que moi. Mais en tout cas, ces 5e éléments, on va le prendre en compte plus tard quand on va mettre en place son ikigai. C'est quoi les caractéristiques de chacun de ces éléments? Intuitivement. Le feu, ça fait quoi le feu? Ça brûle. Ça brûle. Ça maintient en vie. Ça maintient en vie. Ça fait de l'énergie? Ça fait de l'énergie. Donc il y a une notion de création, il y a une notion de destruction aussi. De destruction oui, pour recréer. Mais quand je dis destruction, c'est pour pouvoir mieux reconstruire aussi. Exactement. Vous voyez, le feu, c'est le soleil, c'est l'origine de la vie. Ça éclaire. Donc, cette notion, ça éclaire, exactement. Ça montre le chemin. Après, il y a l'eau. L'eau, ça passe partout. L'eau, il n'y a pas de barrière pour l'eau. Vous voyez, si vous avez déjà une infiltration, moi j'en ai une, et je sais que c'était coriace, l'eau, elle passe partout. Et on ne se rend pas compte. Donc, l'eau nous donne cette qualité de profondeur, cette qualité d'analyse. Vous voyez? Donc, si je suis plutôt un élément eau, je vais être plutôt centré dans les détails, les idées, le fait d'apprendre beaucoup de connaissances. Ok? Après, il y a la terre. Donc, c'est la terre, c'est ce qui nous relie. C'est cette notion de contribution, de convivialité, de stabilité, vous voyez, des collaborations. Et l'air, alors l'air, ce n'est pas vraiment l'air, c'est la lumière. Mais pour que la lumière puisse illuminer, il faut de l'air. Donc, c'est la lumière à travers l'air. Et le vent, c'est typiquement cette capacité à inspirer, à partager, à être dans la joie, à créer cette communion avec soi et les autres. OK? Alors, petit reminder pour voir quels sont les attributs qui vous correspondent les mieux. N'hésitez pas à noter dans votre carnet de voyage ces éléments-là. Le feu, c'est la création. Orientation, résultat. Ça fait un peu... ça me fait penser un peu à cette méthode DISC, pour ceux qui la connaissent, Insight, où on peut associer des couleurs à certaines typologies de personnalité. C'est un peu ça, à ma sauce, avec les 4 éléments qui me parlent le plus. Okay? Donc, feu, création, orientation, résultat, eau, analyse, sens du détail. La terre, c'est la convivialité, l'entrée de la collaboration, et l'air, l'inspiration et le partage. Ça ne veut pas dire que vous êtes un seul élément, rappelez-vous.
Vous êtes plusieurs éléments. Je vous donne mon exemple. Quand j'ai trouvé mon Ikigai, je me suis rendu compte que mes éléments, c'est l'air et le feu. Et c'est là où j'excelle, en fait. C'est là où je me sens le mieux, dans le partage, dans l'inspiration. Typiquement, quand je prépare ces types d'interventions, je suis dans la générosité, j'adore ça, je passe des heures, je ne me rends même pas compte. Voyez. Il y a ma femme qui m'a appelé à l'heure, tu veux rendre manger? D'accord, bah d'accord, tu feras à manger en plus. Ok, d'accord. Diego, de toute manière, pour avoir le feu, tu ne peux pas avoir de feu sans air, sinon il s'éteint. Exactement, on a besoin de tous. Ça, c'est la notion de notre collective. Il y a aussi ces énergies qui sont constituées différemment. Et parfois, on se complète avec notre compagne ou nos amis avec ces 4 énergies-là. OK? Alors, deuxième élément, on va identifier les zones des flots. La notion de flow, elle est fondamentale pour l'ikigai. Pourquoi? Parce que les zones des flots, c'est ça qui va déterminer les passions. Où ils sont nos passions? Je vous disais tout à l'heure, on a des activités, ou je sais que j'ai des activités dans lesquelles je peux passer des heures, je me rends par compte. Je perds la notion du temps. Je suis tout de suite dans la satisfaction. Quelque part, on peut dire que c'est là où se trouvent nos talents naturels. Vous voyez? Ça peut être par le sport, ça peut être par l'analyse, ça peut être par l'écriture, ou ça peut être par la sociabilisation, pour le fait de partager avec les autres. Vous voyez? Reliez toujours ça avec votre élément. Mais il se peut que parfois on ne trouve pas. Tu dis, mais ça ne me parle pas en fait, ton feu là. Pas du tout. OK. Bah, une autre manière de trouver ces passions, c'est à travers nos émotions. Les émotions négatives, parce que les émotions négatives ont un impact et nous donnent des indices sur nos vrais désirs. Il y en a 2, l'admiration et la jalousie. Alors typiquement, là vous allez pouvoir noter dans votre cahier des choses que vous admirez chez l'autre, naturellement. Je vais vous donner un exemple, c'est tout bête. Will Smith, c'est un gars que j'admire par son charisme. Et parfois, j'étais un peu jaloux, bon, jalousie à mon niveau, mais en disant, j'aimerais ça en fait. Et je me suis rendu compte avec le temps que j'aimerais développer cette capacité à transmettre des messages. Et donc, c'est-à-dire que ça me fait un effet de vouloir aller dans cette direction-là. Okay? Donc, il y a l'admiration. Pour les personnes qui, l'admiration, ils n'admirent personne, il se peut. On peut le faire à travers la jalousie. Qu'est-ce qui me rend jaloux? Et qu'est-ce qui déclenche cela? OK? Mais ça, c'est vraiment si vous êtes en galère de trouver les passions. Mais normalement, les passions, ça saute aux yeux et on est capable de le voir. Mais c'est peu que malgré tout, vous n'arrivez plus pas à les trouver en fait. Et parfois, on se dit, ouais, d'accord, c'est pas pour moi, je ne le mérite pas, je me l'interdis, de toute façon, je suis trop vieux, de toute façon, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les croyances limitantes. Okay? Pourquoi j'évoque cette notion des zones de confort? Tout simplement parce que on croit, notre société nous fait croire qu'est rentré dans cette CDI, dans cette notion d'être en contrat, d'être dans une entreprise, ça nous apporte cette sécurité. En revanche, je peux vous dire c'est faux. Pourquoi? Parce que biologiquement, nous sommes des êtres avec un seul but dans notre existence, c'est l'évolution, c'est le changement. Et l'une des lois de l'univers, c'est la loi de l'impermanence. C'est-à-dire que rien ne reste immobile, tout bouge tout le temps. Dans l'Amazonie, on dit tout vibre, tout est vibration, tout est en constant changement. C'est la loi de l'impermanence. Et donc, le secret pour s'en sortir de là, bah, c'est l'action. Chaque petite action compte. Et là, c'est une pépite que je vous donne, si vous ne la connaissiez pas, c'est le PPP, la plus petite action possible tous les jours pour avancer vers mon objectif. OK? Bon, je vois que les gens sont studieux et prennent des notes. Voilà. Je fais une petite remarque, mon mari vient de me faire rire en direct. Quand il a vu PPP, il a dit « Ah, mais c'est pas parapluie, par précaution. » Donc, tu vois, le zone de confort, c'est bien. Et ça peut être typiquement une petite action. Quand tu habites à Paris, pour gagner en confort, bah, tu prends ton parapluie. Voilà. Moi, je veux bien une petite précision quand tu parlais c'était quoi, de zone de flow? Tu parlais de ce qu'on peut admirer chez l'autre.
Et du coup, j'ai du mal à faire le lien. D'accord. Parce que c'est censé, du coup, enfin, c'est une des méthodes, du coup, que tu recommandes pour trouver sa zone de flow. Penser à ce qu'on Exactement. peut admirer chez l'autre. Parce que généralement, du coup, moi, dans ma tête, le lien que je fais, c'est que c'est pas une qualité que j'ai. En général, la flow, c'est un truc dans lequel on se sent bien, on se sent confort. C'est une zone de confort quelque part. Exactement. Dans la croyance que tu l'as pas en fait. Et peut-être qu'au final, tu la voudrais. Donc, ça vaudrait le coup de se dire pourquoi cette émotion-là, pourquoi cette jalousie que je vois à l'autre, et peut-être que je déteste, pourquoi je la déteste en fait? Qu'est-ce qui est les besoins qui se cachent derrière tout ça en fait, tu vois? Là, on commence à poser des questions de coach. Voilà, on part loin. On n'est pas que de coach. Oui, mais après, quand on sort de sa zone de confort, tu dis par la plus petite action possible. L'action, elle doit être différente de ce que tu fais d'habitude. Moi, je rajouterais le mot différent. Exactement. Tout à fait. On va le voir tout à l'heure. Je vais vous parler d'une propriété qui a notre cerveau qui s'appelle la neuroplasticité et cette capacité de recréer des connexions synaptiques qui va nous permettre de vraiment changer notre quotidien. On va y venir. Alors, deuxième élément après avoir trouvé son élément, c'est trouver sa mission altruiste. Ça peut paraître kitsch, ça peut paraître, je sais pas, minimaliste comme nom, mais en fait, ça part du principe que quand on trouve son élément, on est centré sur soi. Les choses qui, on va dire en gros, les choses qui nous font kiffer notre vie. D'accord? Quand on parle de la mission, on parle de quelque chose qui est plus grand que nous, qui est plus important et qui relève du collectif. Vous voyez? Donc, c'est une notion qui est en soi et altruiste et on peut trouver cette mission altruiste. Je vais vous montrer comme quoi. Alors, tout d'abord, quand on dit mission altruiste, on se dit « Ah là là là, mais Diego, tu nous demandes de changer le monde. » Oui et non. Si vous avez envie de changer, allez-y, pas de problème. Si vous n'avez pas envie de changer, c'est pas grave. Qu'est-ce qui est important dans ça? C'est la contribution au collectif. C'est relié à une cause qui est plus grande que soi, d'être utile à l'autre. Et pourquoi? Parce que finalement, on a compris, grâce à la neuroscience et grâce à la psychologie, que être utile à l'autre, c'est aussi une source de bonheur. Très important. D'accord? Donc, il s'agit de mettre sa pierre à l'édifice et contribuer à l'œuvre de sa vie. Voilà. Voilà. Quand j'ai écrit ces mots-là, je ne savais pas ce que j'allais dire. Bref. 3 façons de le faire, ou quelque part 3 manières de se positionner pour trouver cette mission. La première, c'est sur une temporalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est des coachs pour la plupart, donc on a une projection vers quelque part le futur, parce qu'on veut amener les gens vers quelque chose qui va au-delà de ce qu'ils ont aujourd'hui. Donc la remarque qui a été faite tout à l'heure, pour avancer, il faut faire différemment. Donc pour faire différemment, le résultat qu'on va obtenir, ce sera d'aller de l'avant. Vous voyez? Mais il y a aussi des causes qui nous relient vers des situations passées, qui nous relient à des causes qui sont aussi plus grandes que nous, mais qui viennent, par exemple, j'ai mis Greenpeace, réchauffement climatique, j'ai mis la lutte ouvrière, etc. Et des choses qui nous ramènent vers le présent. Vous voyez, je ne vais pas aller trop loin, mais on peut voir que selon ce que l'on veut apporter, selon là où sont ses passions, son élément, on peut le mettre à contribution dans une temporalité, que ce soit le passé, que ce soit le présent ou que ce soit le futur. Et ça représente aussi cette notion de champ quantique qui est par la physique quantique, qui est de dire que nous pouvons changer nos différents stades en travaillant sur une temporalité donnée. Ouais, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est autre chose. Pour trouver cette mission altruiste, on peut utiliser également les émotions et il n'y en a qu'une qui peut nous donner des indices, c'est la colère. Posez-vous la question, quelles sont les choses qui m'énervent au quotidien? Vous voyez, moi j'ai mis 2 exemples. Le premier, c'est voir les gens jeter un papier dans la voiture. Moi, ça me met hors de moi, vraiment. Je me dis, mais comment la personne ne peut pas le faire? Vous voyez? Et donc, du coup, ça m'a donné envie de moi-même faire attention à ce que je fais dans mon tri, etc. Donc, c'est une petite action possible vers ma mission altruiste. En revanche, la chose qui m'énerve le plus au monde, c'est le chat qui te dit « ça va comme un lundi » et qui te fait la gueule. Et ça, c'est la raison pour laquelle je suis devenu coach au final. Parce que je ne pouvais pas supporter que le matin, le lundi, j'arrive et les gens disent « bon, ça ne va pas trop là ». Oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas content? Ben non, ça ne me plaît pas, vivement vendredi. Ok. Sans jugement de ma part, ça m'énervait et j'ai compris
qui essaie de travailler sur cet élément-là, sur la motivation des gens, sur le fait que les gens trouvent du sens, c'est ça qui est devenu ma mission altruiste. Donc, ma contribution au monde, c'est vraiment travailler sur les gens qui sont malheureux, qui n'ont pas de sens dans leur travail. Vous me suivez? Est-ce que vous commencez, vous, à noter des choses qui vous mettent en colère? Alors, qu'est-ce qui me met en colère? Qu'est-ce qui déclenche cette colère? Est-ce que c'est une action? Est-ce que c'est une parole? Est-ce que c'est un comportement? Le plus important, c'est de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière cette émotion. Quand on parle de colère, la colère, on la relie typiquement à ses besoins de changement, ses besoins d'action, ses besoins de justice, ses besoins d'avancer, d'avoir des résultats. Donc, on peut se poser la question en disant, les choses qui m'énervent, typiquement, ça parle aussi de qui je suis et de ma contribution, de ma place dans cette terre-là. OK? Au résumé, pas besoin de changer le monde, juste apporter sa fille à l'édifice. Le plus important, c'est de faire le lien, et là on est dans le cheminement de l'ikigai, de faire le lien entre son élément et sa mission. Typiquement, donc sa passion et sa mission. On commence à voir un peu comme ça avance. Donc, pour trouver sa mission, je vous ai apporté quelques éléments, donc la temporalité, la colère. Le plus important dans la colère, c'est de transformer cette colère en énergie créatrice. Quand vous m'avez parlé de feu, donc colère, vous m'avez dit détruire pour mieux créer. Ben, c'est exactement ça. Comment je peux transformer cette énergie des colères, ces feux internes, pour déployer ma mission? Et puis, encore une fois, prendre un parapluie par précaution, si jamais il pleut à Paris. La PPP, qu'on a vu tout à l'heure. Troisième cheminement, et c'est peut-être le troisième sur lequel je vais passer le plus vite, parce que je ne suis pas un expert, c'est de trouver son modèle économique. C'est pourquoi vous êtes payé, en fait. Et ça va, on va dire, le cheminement, c'est de dire, on trouve d'abord son élément. On trouve là où on a ses zones des flots, où on excelle, où il y a ses talents naturels. Ensuite, je trouve la mission, cette but plus grand que moi, cette contribution collective qui me semble la plus importante et celle que je peux faire à mon niveau. Et après, j'ai construit un modèle économique qui me permet de financer cette mission altruiste. Aujourd'hui, on est dans un monde où le CDI n'est plus la règle. Il y en a plein des modèles business. Salariat, entrepreneuriat, freelance, CDI, SASU, micro-entreprise, portage salarial et le fameux side project qui est quand on en a marre, quand on est un salarié et on se dit je vais travailler sur un projet entre 10h et minuit tous les jours parce que dans 6 mois, je me barre. Et je dis à mon patron, salut, je me casse. Donc ça, c'est le side project. C'est très commun aujourd'hui. Il y a des entreprises que leur business model gravite autour de ces side projects. L'importance de ces modèles économiques, c'est de trouver quelque chose qui vous ressemble. Hein. Dans mon cas à moi, j'ai trouvé un espèce d'hybride entre portage salarial, micro-entreprise, ce qui me permet aujourd'hui de vivre correctement et de financer cette mission altruiste à travers mon élément, mes passions. Voilà. Jusqu'à là, tout va bien? Est-ce que je parle trop vite? Bonjour, moi j'aurais juste une question. C'est quoi le portage salarial? Alors, le portage salarial, c'est une société, là, il y a une convention collective autour de portage salarial. C'est une société que son métier, c'est de porter des indépendants qui vont intervenir en entreprise, d'accord, pour leur propre compte. Et l'entreprise de portage salarial leur propose de prendre en charge toute la partie administrative. Quand on est en portage salarial, on est en contrat, on est en CDD, en CDI, mais on n'a pas les contraintes de se dire j'ai un chef, j'ai des horaires. Non, donc c'est entre les deux. J'ai négocié mes propres tarifs, je cherche mes propres missions et l'entreprise de portage salarial me donne toute la partie administrative pour dérouler mon activité, mais aussi dans le réseau avec qui on est, avec les gens qui sont présents de mon groupe de co-développement. C'est cette notion de partage et de réseau avec d'autres personnes d'horizons différents. Voilà. C'est un peu le même principe entre coachpreneurs sans la prise en charge administrative. Voilà, que ce soit clair.
Diego, Oui. Diego, oui, c'est Norma qui parle. Je voudrais juste apporter une précision sur le portage salarial car je suis dedans. Pour juste compléter ce que tu viens de dire, donc en résumé, le portage salarial permet à un indépendant, enfin un consultant, de mener sa vie d'indépendant, mais avec un statut de salarié porté. En effet, comme tu l'as dit, il y a une convention collective maintenant depuis 2017, ainsi qu'une ordonnance. Et l'avantage pour le consultant, c'est qu'il touche un salaire moyennant bien sûr un contrat CDD ou CDI, mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que l'entreprise de portage salarial est là pour transformer des honoraires en salaire. Et c'est l'entreprise de portage salarial qui va payer toutes les charges et qui va s'occuper du bulletin de paye et au consultant de mener sa prospection, de mener son réseau professionnel, de constituer son portefeuille. Et certaines entreprises de portage peuvent en effet fournir un certain réseau de consultants. Voilà, un certain réseau ou alors un certain nombre de missions. Voilà, c'est juste la petite précision que je voulais apporter à ton explication. Merci beaucoup, Norma. Je t'en prie. Donc voilà, pourquoi c'est important d'avoir un business plan? Parce que c'est finalement ce qui va venir financer notre projet. Et c'est ça qui va nous permettre vraiment de vivre la vie qu'on veut vivre avec un certain nombre de choses, salaire, argent, mission, etc. Donc, c'est très important de se poser cette question. Il y a des entreprises qui travaillent pour justement accompagner des consultants, même la CCI. Enfin, il y a plein d'instances dans lesquelles on peut se référer pour apprendre à faire son business plan. Moi, j'utilisais le modèle Canvas, ça marche très très bien, qui est celui que je vous montre à l'écran. OK. Et comme je vous ai dit, je ne vais pas parler trop sur cette partie-là parce que ça, c'est à vous de trouver votre modèle. Alors, dans le cheminement de l'ikigai, la troisième étape que je vous propose dans cette méthodologie, c'est de trouver… Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, l'environnement fertile, voilà. Donc, c'est la dernière étape de notre ikigai. Et pour moi, c'est la plus importante. Je fais une petite parenthèse. Aujourd'hui, en tant que formateur, en tant que coach, en tant que consultant, en tant que salarié, nous avons la tendance à professionnaliser notre rôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on arrive en entreprise ou quand on arrive en tant que consultant, on met la petite chemise, hop, on met la petite veste, on adopte un comportement qui est plus adapté pour l'entreprise, vous voyez, et nous, on s'adapte en tant que consultant, salarié, etc. Mais là, quand on parle d'ikigai, on parle d'une entreprise qui est beaucoup plus grande que celle sur laquelle vous travaillez. C'est votre propre entreprise, vous voyez. Quand vous regardez l'ikigai, ce n'est pas de l'extérieur. Ce sont vos éléments intérieurs, ce que vous aimez, votre mission, votre vocation, votre business plan. Et donc, la notion que je vais vous apporter là-dessus, c'est comment je suis en mesure de professionnaliser ma vie, mon ikigai, pour mieux répondre. Et moi, j'aime bien cette métaphore de dire que finalement, c'est un peu comme si on devient son propre CEO, votre propre patron, votre propre directeur des ressources humaines, votre propre directeur de la formation, vous voyez, votre propre marketeur. C'est-à-dire qu'il y a une notion de responsabilisation de soi. Vous voyez? Donc, cette notion de profession qui est marquée dans l'ikigai, moi, je l'ai transformée en comment je crée un environnement fertile sur plusieurs domaines. Vous voyez? Le domaine, on va dire, de notre esprit, de notre tête, de ce qu'on apprend, de notre corps, notre machine, ce qui nous permet d'avancer dans cet espace quantique, dans l'espace-temps, de mettre en place, de réaliser notre rêve. Notre cœur, le cœur, c'est pas autre chose que notre désir, notre vrai, on va dire ce qui est plus profond dans nous. Et puis nos émotions, qui est l'outil que nous pouvons utiliser pour creuser, pour aller plus loin dans chacun de nos questionnements. On l'a vu avec la colère, on l'a vu avec la jalousie, mais ça existe aussi par rapport à la peur, par rapport à la tristesse et par rapport à la joie. On peut s'interroger sur ces quatre émotions. Et puis les dégoûts, bien évidemment, ça, cinquième émotion récemment rajoutée, on peut travailler là-dessus. Alors, cette notion, pour créer son environnement fertile, c'est de dire, OK, j'ai trouvé ma passion, ma mission, ma vocation. Maintenant, je dois professionnaliser ma vie et mon ikigai. Comment je le fais? Je deviens CEO de mon entreprise. Je me mets dans le rôle de cette personne qui est responsable de soi et qui va mettre en place
tous les moyens pour arriver à cet objectif. Et c'est quel objectif? C'est l'ikigai, cet équilibre-là. Encore une fois, l'ikigai, ce n'est pas une chose. Ce n'est pas deux choses, ce n'est pas trois choses. C'est vraiment l'équilibre entre tous ces éléments qui constituent notre vie. Vous voyez? Et c'est là où je vous transmets quelque chose qui marche très bien pour moi, c'est la notion des routines. Ça n'a rien à voir avec l'ikigai, un petit peu quand même. Les gens qui pratiquent l'ikigai au Japon, ils ont des routines de se retrouver ensemble, de partager ensemble, de faire des jeux ensemble. Dans nos sociétés modernes, on a moins le temps. On a plein de choses à faire, il y a les enfants, il y a le boulot, il y a plein de choses, le linge, etc. Donc, on est dans une société qui est tellement trépidante qu'on doit trouver des moments pour pouvoir se ressourcer et pour pouvoir venir quelque part travailler sur chacun des aspects de soi, son esprit, son corps, son cœur et ses émotions. C'est là où la notion de miracle learning est fondamentale. Alors, Hal Elrod, pour la petite histoire, c'est un gars qui a eu un très grave accident, qui est resté en fauteuil pendant très longtemps et on lui a dit, voilà, tu ne marcheras plus. Et lui s'est dit, moi je vais marcher, je vais y aller. Et lui s'est mis un certain nombre de routines qui lui ont permis, quelques années plus tard, de retrouver la marche et d'écrire ces livres-là. Okay? Ce n'est pas lui qui a inventé le Miracle Morning. Le Miracle Morning, ça a toujours existé. Ça relève des traditions très anciennes d'Inde, d'Amérique, etc. Où le matin, c'est le moment le plus important de la journée. C'est pour ça qu'il lui-même, il dit, tout se joue entre 7h et 8h. D'accord? Et surtout, ce qu'on va retenir aujourd'hui, c'est cette notion des savers. Alors, c'est un acronyme. Je ne vous demande pas de prononcer l'anglais. Voilà. Mais la notion des savers, elle est tout simple. C'est-à-dire que dans une routine des Miracle Morning standard qui va durer 60 minutes, on va consacrer 10 minutes à chacune de ces activités qui vont permettre de travailler sur chacun des aspects de soi. Le premier, la méditation, le silence, donc je commence par S, silence, méditation. Il y a des gens qui vont dire, Diego, oui, t'es mignon, mais je n'ai jamais réussi à méditer de ma vie. C'est pas grave. La respiration et la quiétude, ça fait déjà une partie de la méditation. Il y a la méditation active aussi. Voilà, ça va nous apporter la tranquillité et c'est surtout la clarté, de dire, j'ai pas toutes les pensées qui me polluent. Les affirmations positives. C'est quoi une affirmation négative? Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi une affirmation négative? Bah, je suis nulle, par exemple. Ça, c'est une affirmation, ça, c'est une injonction négative, exactement. De dire, de toute façon, c'est pas fait pour moi, je suis trop gros, je suis trop vieux, je suis nanani. Et si on changeait ça pour des affirmations positives, ça deviendrait quoi? Donc, j'arrive, j'ai réussi, je suis capable, c'est fait pour moi, je peux me le permettre, je me l'autorise, j'y vais, j'arrive, je suis. OK? Et c'est là où c'est le concept, on va dire, le plus important qui a été découvert par la neuroscience, c'est la neuroplasticité. Cette capacité qu'à travers la parole, donc la vibration de notre centre vibratoire, nous allons pouvoir modifier la résonance que notre corps va émettre et cela va nous ramener par le phénomène de la résonance, ce que l'on dit. Un exemple tout bête, c'est quelqu'un qui, voilà, on l'a dit, des gens qui se disent non, c'est fait pour moi, c'est bête, etc. Ou la personne qui parle souvent en se dénigrant. Vous voyez, la personne qui a toujours la poisse, la personne qui a toujours quelque chose qui lui arrive. Mais vous voyez, si vous écoutez cette personne, elle a un langage intérieur qui promeut ce type de comportement. De toute façon, je suis maladroit, de toute façon, je suis toujours comme ça. Et donc, ça envoie un message à ton cerveau en disant « il faut que ce soit toujours comme ça, parce qu'il me le dit ». C'est-à-dire que l'inconscient, dans le cadre de la neuroplasticité, l'inconscient ne fait pas la différence entre ce qui est positif ou négatif. En gros, si tu dis à ton cerveau « je suis nul, mais je rigole », il va dire « ah ben non, tu n'as pas rigolé, tu es nul ». Et en plus, tu prends plaisir à ça. Voyez le lien? C'est ça, en fait. Et donc, quand on arrive à faire des affirmations positives le matin, on arrive quelque part à programmer son cerveau dans cette bonne direction. C'est les techniques utilisées par la PNL. Et le principal bienfait de cette technique-là, c'est la confiance en soi. Vous allez peut-être l'essayer chez vous pendant peut-être 28 jours, c'est ce que je vous souhaite, de vous dire des choses positives chaque matin. Aujourd'hui, c'est une belle journée. Aujourd'hui, attention de ne pas dire aujourd'hui, je ne me prends pas la tête avec ma femme, parce que finalement, on est en train de dire je me prends la tête avec ma femme. Aujourd'hui, je suis serein, je suis calme, etc. Okay?
troisième élément des savers, c'est la visualisation. Là, c'est une technique qui est utilisée énormément dans le cadre de la sophrologie, dans le cadre de la psychologie, dans le cadre de l'hypnose, et ce qui permet de réaliser une projection d'un comportement ou d'une situation désirée. C'est-à-dire, c'est un peu comme l'effet placebo, de dire à notre cerveau, regarde, je te montre cette image, c'est ce que je veux être. C'est là où je veux t'emmener, en fait. Et en faisant cet exercice de visualisation, qui n'est pas juste imaginer des choses, il faut aussi sentir, avoir les sensations, voilà, quand j'obtiens ce que je veux, bah, ça va créer quelque part une chimie, vous faites une prédisposition chimique dans votre cerveau pour accueillir ces types de choses qui vont se présenter à vous. Vous allez me dire, mais Diego, ton truc, ça m'a l'air très surréaliste et surtout très ésotérique. Eh ben non. Sachez que la visualisation, c'est l'outil principal de… J'ai fait quoi? C'est l'outil principal utilisé par les sportifs de haut niveau. Ok? Un exemple tout bête. Usain Bolt, le champion olympique de course, quand il arrive dans les starting blocks, il ne se dit pas « Bon, allez, troisième, c'est bon. Hein? Deuxième, allez. » Le gars, quand il est dans les starting blocks, il est déjà en train de croquer sa médaille d'or, en fait. Parce qu'il a déjà vu, il a déjà visualisé. Donc, c'est cette visualisation qui nous permet de créer les situations, de créer les connexions peut-être mentales et logiques pour que notre corps arrive à cet stade souhaité. OK? Quatrième, l'exercice physique. Je ne vous apprends rien du tout. Hein, manger 5 fruits et légumes par jour et bouger plus. Ça, on le sait. L'importance de faire de l'exercice physique, de travailler sa machine, parce que la machine, c'est celle qui nous permet de traverser les maladies, les virus. C'est ce qui nous permet de relever les défis, les montagnes. Donc, si notre machine elle est défaillante, bah, on ne peut pas espérer d'être performant et on ne peut pas espérer de donner de son mieux à chaque fois. Vous voyez? Donc, plusieurs manières de faire l'exercice, du yoga, du HIIT, High Intensity Training, pour ceux qui savent. Il suffit juste de penser à son corps, penser à ce qu'elle en mange, penser à ce qu'elle en fait, penser à ses mouvements, pourquoi pas s'étirer, etc. Pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental. Dans ma routine matinale et mon routine de soir, parce que vous allez voir, j'ai personnalisé cette routine de Miracle Morning. Je suis allé plus loin et en disant, je ne peux pas faire le silence le matin. Parce que si je me mets à faire la méditation le matin, je vais m'endormir et je vais perdre une demi-heure. Vous voyez? Donc, la méditation, je la fais plus tard. Vous voyez? Cinquième élément, la lecture. Mais ce n'est pas tant la lecture que la capacité d'apprendre des nouvelles choses. Aujourd'hui, j'ai envie de me coucher moins bête qu'hier. Donc, j'apprends quelque chose de nouveau. Donc, que ce soit par lire un bouquin, que ce soit par lire un podcast, hein, tout ça dans 10 minutes. Cette routine-là, la puissance que cette routine a, c'est vraiment de changer son quotidien et changer la manière dont on vit au quotidien. Et la dernière, c'est l'écriture. Alors, tenir un journal intime. Oui, mais Diego, j'ai plus de 13 ans et j'ai plus envie d'avoir un journal intime. Vous voyez, c'est quelque chose qui est très puissant. J'étais il y a quelques semaines avec une confrère qui a fait un atelier sur l'écriture intuitive pour libérer les émotions. Et je me suis dit, allez, ça va être encore un truc. Hein. Et finalement, à travers l'écriture, à travers le fait de se poser des questions et d'écrire les réponses, ça permet de libérer. Écrire, c'est libérer. Puis la deuxième chose, c'est que j'ai dans mon petit journal que j'ai, donc j'écris plein de choses, et à un moment donné, revenir en arrière et c'est relire et voir là où on était dans le processus, c'est vraiment là où on s'est dit, waouh, j'ai changé. Ou peut-être pas, tu vois. J'ai écrit les mêmes choses depuis très longtemps, peut-être que ce serait le moment de les changer. Mais en même temps, il y a cette notion de documenter le processus, hein, qui est fondamentale. Dans l'ikigai, vous l'avez compris, hein, la finalité, ce n'est pas en soi de trouver l'ikigai. Parce que quand on le trouve, on est content. C'est plutôt le processus qui nous mène à trouver cet ikigai. Les questions que je me pose, le cheminement qui m'amène. Parce que l'ikigai, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est statique, ça bouge. Aujourd'hui, j'avais des envies, demain, j'en aurai d'autres parce que j'ai des enfants, parce que j'ai de la famille, etc. Je suis désolé. Donc, ça change et ça évolue au fur et à mesure du temps. Ça va jusque-là? Petit commentaire, petite question.
j'ai un chat. Tu disais 28 jours minimum, ça veut dire que pour incarner cette routine et la faire nôtre, il faut le faire 28 fois minimum pour être sûr. Il y a une théorie de la psychiatrie qui dit que pour instaurer un nouveau comportement, il faut le répéter. La répétition fixe la notion. Et il y a des cycles qui ont été sortis de je ne sais pas où, mais qui prouvent qu'au-delà des 28 jours, une fois qu'on fait une chose 28 jours, ça devient une habitude. Une fois qu'une habitude a été faite pendant plusieurs semaines, ça devient un trait de caractère. Et quand on a fait ça pendant plusieurs semaines, ça devient sa personnalité. Vous voyez, tout est une question de discipline, tout est une question d'assiduité. Donc, plus on fait un comportement, plus ce comportement devient soi, jusqu'à ce que ça devienne sa propre personnalité. Okay. Moi, j'avais entendu dire que c'était 22 jours. Je ne sais pas si… Oui, bah, c'est pour ça que j'ai dit 28, mais peut-être c'est 22, peut-être il y a plein de débats là-dessus sur le fait. Mais ce qui compte, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est juste le fait de le faire constamment. D'accord? Et même si un jour vous oubliez de faire vos Miracle Morning, bon, c'est pas grave, je le ferai demain. Mais de revenir. Okay. Il me reste 8 minutes. J'ai une question. Oui. Est-ce que je peux revenir sur la temporalité? Je n'ai pas compris passé, présent, futur, en fait. Alors, en gros, je vais t'expliquer de manière très simple. D'accord. Quand on choisit sa mission altruiste, on peut se dire, quelles sont mes convictions à moi? Peut-être que mes convictions à moi sont la lutte pour les droits de l'homme. Donc, je vais adhérer à des causes comme le LDH, etc. Ou peut-être que ça va être plus, ah non, moi, je travaille dans la grande distribution parce que la grande distribution, je trouve que j'apporte quelque chose aux besoins d'aujourd'hui des personnes. Ou peut-être que je dis, ah non, mais mon truc, c'est l'ingénierie, c'est la construction, c'est la recherche. Je veux écrire un livre parce que je veux que la génération future comprenne ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà. C'est vrai que c'est un concept qui est un peu complexe à comprendre, mais quelque part, c'est choisir ce moment, en fait. Est-ce que tu veux changer le monde dans l'aujourd'hui, ou tu veux creuser sur des causes du passé, ou tu veux plus projeter dans le futur? Quel est ton objectif? Quel est ton ikigai? Okay. J'ai compris. Merci. Alors, une petite dernière question avant de passer à la dernière slide. Quelqu'un? Alors, sans plus attendre. Donc, jusque-là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'en fait, l'ikigai, c'est un mélange des 4 choses. On les a déjà dit, on les a déjà vus, mais que pour créer son ikigai, il faut favoriser un environnement fertile, propice pour que ça se développe. Et c'est là où la notion de responsabilisation, la notion d'empowerment, d'affirmation de soi, c'est là qu'elle est fondamentale. Parce que c'est grâce à cette volonté qu'on va pouvoir mettre en œuvre son ikigai. Et quand on a identifié ses passions, sa mission, sa vocation, et qu'on professionnalise son environnement autour, on va pouvoir aller plus facilement dans cet ikigai et trouver cette zone d'équilibre qui permette de vivre son ikigai. Par contre, Diego, c'est trop simple ton truc. Donc, ok, tu nous as embobiné pendant 50 minutes. C'est pas si simple que ça en fait. L'être humain il est très complexe et on est fait des injonctions contradictoires. C'est-à-dire que parfois, notre environnement il est tellement pesant qu'il nous fait réagir d'une manière qui nous sort de notre ligne, de notre fil rouge en fait. Et parfois, on se retrouve perdu dans son histoire. C'est là où j'intègre les 4 accords Toltec. Pour ceux qui ne connaissent pas les Toltec, c'était un peu comme les philosophes des Aztèques. Les Aztèques ont colonisé les Toltecs pour leur prendre toute la partie éthique, philosophie. D'accord ? Les Aztèques, ils ont une très grande partie spirituelle, ingénierie, et ils ont intégré à la fin une partie qui est plus éthique grâce aux Toltecs. Les accords Toltec, ils disent 4 choses. Ces 4 choses, c'est quelque part comme une espèce de boussole ou un reminder, une post-it qu'on a dans la tête, c'est qui va nous permettre de garder notre cap. Rappelez-vous, c'est un voyage, d'accord ? Et pour garder ces caps, il est important de se poser ces 4 questions et surtout d'incarner ces 4 comportements. Que ta parole soit impeccable.
Là, on parle pas là, on parle des sciences. Si tu veux reprogrammer ton cerveau, il faut que tu lui donnes les bons ordres, en fait. Si tu souhaites que ta réalité devienne quelque chose, tu dois contribuer, tu dois l'énoncer, tu dois utiliser ton centre vibratoire pour faire ressortir cette vibration qui, par résonance, va te ramener ce que tu as demandé, entre guillemets. Donc, parler avec intégrité, ne dire que ce que je pense, n'utiliser la parole contre soi-même, ni contre l'autre. Il y a cette notion de karma, dharma, il y a cette notion de résonance, il y a cette notion de loi de l'attraction. J'attire ce que je suis, voilà. Et surtout, il n'y a pas des paroles en l'air, en fait. Toutes les paroles, tous les mots qu'on peut prononcer ont un impact chimique et libèrent des hormones dans son cerveau. Donc, en tout cas, si je te dis pour rigoler, mais tu m'énerves, tu es vraiment un machin, bah, là, ça va libérer des hormones qui vont créer des synapses qui vont dire, au final, lui, en fait, je l'aime pas, enfin, je le trouve con parce que j'ai toujours dit ça. Vous voyez? Donc, on rentre dans comment, à travers ma parole, je peux créer ma réalité. Deuxième accord Toltec, ne rien prendre personnellement. En fait, quand le gars, quand le contrôleur, quand la personne qui s'est fait contrôler dans le métro de Paris gueule sur le contrôleur, ça parle plus de la personne que du contrôleur. Vous voyez ce que je veux dire? Mon point, c'est on se sent obligé quelque part d'apprendre quand quelqu'un est énervé ou triste, de se sentir vraiment attrapé ou par cette émotion. Et on n'en a pas besoin, en fait. Parce que quelque part, si cette personne s'énerve par rapport à ce que toi, tu as fait, ça parle plus de toi que de moi. Ça a réveillé quelque chose en toi qui a fait que ça s'énerve, en fait. Que ça te mette en colère. Donc, typiquement, si on arrive à ne pas prendre personnellement les choses, bah, on sera beaucoup plus dans la légèreté et beaucoup plus dans l'acceptation de l'autre. Vous voyez, on parle beaucoup des diversités, des multiculturalités. Et aujourd'hui, on doit accepter qu'il y a des gens qui ont cet élément feu et que leur moteur, le driver, c'est la colère. Donc, du coup, quand ils vont parler, ils vont être en colère. Et c'est leur manière d'obtenir le résultat. Mais quand tu es haut ou terre, tu es tranquille, tu dis « Ah non, mais lui, il m'agresse. » Oui, mais c'est sa nature. Et ta nature, réciproquement, ça l'énerve aussi. Tu vois, parce que tu es trop mou, trop calme, etc. Vous voyez? Donc, quelque part, apprendre à ne prendre rien personnellement. Troisième, pas faire des suppositions. Ah oui, parce que si je dis ça, donc lui, il va prendre ça, du coup, ça va se passer ça. Du coup, je fais rien. Vous voyez, ça, typiquement, c'est la supposition de base, de s'interdire de faire quelque chose. Il faut avoir le courage, je vous invite à avoir le courage de poser des questions. Qu'est-ce que tu veux les dire par là? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que tu vois, il y a des gens qui disent non, non, ça ne me dérange pas. Si tu me dis ça ne me dérange pas, ça ne veut pas dire j'aime, je voudrais ça. Est-ce que tu le veux vraiment? Non, non, mais ça ne me dérange pas. D'accord, tu me dis non, 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 ça ne me dérange pas. Tu le veux pas vraiment? Non, mais j'ai pas envie de froisser. Ah, d'accord, voilà. Donc, vraiment, c'est poser la question. Alors, on est sociologiquement parlant, on est dans une société qui est un peu dans la, comment dire? Ah, j'ai oublié mon mot. On est un peu dans le fait de masquer ses émotions et de ne pas dire forcément ce que l'on veut. On n'est pas dans une société directe aux États-Unis, même ça nous gêne. Mais je vous le dis, c'est important de vraiment exprimer ces choses-là, ces besoins, et poser des questions. La dernière, faire toujours son mieux. Ça veut dire quoi? Bah, même quand on est fatigué, on peut faire de son mieux. Quand on est au top, on peut vraiment faire de son mieux. Et on peut toujours faire des efforts, c'est-à-dire qu'on est dans une société capitaliste trépidante qui nous demande toujours l'excellence, le challenge, etc. Mais on peut se dire, ok, stop, j'ai pas envie de ça en fait. J'ai envie de donner de mon mieux à mon échelle. Et moi, je vais doucement, d'accord? Toi, élément feu, tu me demandes d'aller super vite parce que tu veux des résultats. Stop, moi, je veux aller dans la profondeur. Moi, je vais aller dans l'analyse et c'est ok pour moi. Vous voyez? Et c'est mon mieux. Okay? C'est cette notion-là. Ça va? Yes. Il est 19h. J'ai jamais cru tenir un timing si parfait. Je sais pas s'il m'arrive. Bravo. Hop là. Et merci pour ton intervention. Du coup, est-ce qu'il y a une ou deux questions?
Enfin, moi, j'ai pas de questions. De toutes les manières, je pense que, comme tu l'as dit tout à l'heure, on va laisser ouvert le call un petit quart d'heure, 20 minutes, pour ceux qui souhaitent échanger, pour ceux qui ont des questions, des profondeurs et qui peut-être n'osent pas les poser en public. Sentez-vous libre de rester, de poser des questions. Et je vais rester jusqu'à 10 heures. Je vais couper l'enregistrement pour libérer la parole pour ceux qui n'ont pas envie de poser des questions alors que ça va être mis à disposition en replay. Hop là, je coupe l'enregistrement du coup.